Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. J'ai pu rencontrer l'association Maintenir à Lyon et ses intervenants à domicile qui œuvrent chaque jour pour réaliser un accompagnement au plus proche des besoins des usagers en prenant en compte les réalités du quotidien. Pour ce podcast, j'ai recueilli le témoignage de Nicolas Clay, directeur de l'association. Cette présentation de l'association Maintenir est en 2 épisodes. Je m'appelle donc Nicolas Clay, je suis directeur de l'association Maintenir depuis 2017 maintenant, en étant présent dans les équipes depuis déjà 2006 quand même, et dans l'aide à domicile de manière générale depuis 2004. Donc ça remonte un petit bout de temps maintenant. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous donner l'historique de Maintenir ? Alors, l'association Maintenir a été créée en 1978 et dès son projet d'origine avait pour mission principale d'intervenir certes auprès de personnes dépendantes, mais aussi et beaucoup auprès de personnes en situation de handicap. Ce qui était une particularité effectivement du secteur, l'aide à domicile étant classiquement plus centrée personnes âgées. Et donc du coup a continué toute son histoire à travers cette mission et qui s'est accentuée notamment encore plus dans les années 90 où la directrice à l'époque a pu accompagner les premiers projets de domicile qui étaient très innovants à l'époque de personnes en situation de handicap qui souhaitaient sortir des établissements et sur des projets qui étaient très novateurs parce que le cadre légal le prévoyait pas du tout. Donc du coup ça a renforcé effectivement cette orientation de l'association et du coup toute l'orientation aussi des professionnels et de leurs compétences en l'occurrence. Puis arrivé, je fais un raccourci très rapide, mais puis arrivé sur les années 2000, où à partir de 2005, on a l'arrivée de la PCH et notamment aussi la loi sur l'autonomie et les personnes en situation de handicap et la citoyenneté, où d'un coup d'un seul, effectivement, la notion de handicap et de domicile est couplée et on a beaucoup plus de demandes à ce moment-là de personnes qui souhaitent effectivement arriver à leur domicile. Et comme à cette époque, nous ne sommes pas beaucoup sur le Rhône à intervenir, ça a encore plus augmenté effectivement la présence de l'association sur cette mission. Et puis, on a effectivement arrivé après plus sur les années, on va dire 2012-2015, où là on commence à arriver effectivement dans une autre perspective de l'aide à domicile, où déjà il y a énormément plus de structures qu'à l'époque, et puis les difficultés de recrutement qui ont commencé très tôt, et qui concrètement commencent à refaçonner complètement le paysage sur lequel on est aujourd'hui. Voilà. Alors ça a été ponctué tout ça, l'association Maintenir s'est également dotée très tôt d'outils assez innovants à l'époque, notamment sur tout ce qui était démarche qualité, normes AFNOR à l'époque. Enfin voilà, on a été également certifié Capandéo pendant très longtemps. Et puis il y a eu aussi d'autres aspects historiques sur notamment là, jusqu'à récemment avec l'association effectivement Cyprien Service, puisqu'on vient de reprendre l'association Cyprien Service après 1 an et demi de travail en commun. Mais j'en parlerai, je pense, un petit peu plus tout à l'heure, et qui permet aujourd'hui d'étoffer encore plus la mission de l'association, puisque si on peut résumer à ce jour, notre public qui est principalement personnes en situation de handicap et personnes âgées aujourd'hui, en nombre de personnes, c'est effectivement le même nombre de personnes accompagnées. C'est aussi aujourd'hui donc de l'aide à domicile sous beaucoup de formes, on en parlera je pense. C'est également toute une partie effectivement d'ateliers de prévention, d'aide aux aidants, de transport adapté, des partenariats aussi sur notamment tout ce qui est téléalarme, des ateliers informatiques pour les personnes effectivement alors âgées, maintenant c'est à partir de 55 ans, donc moi j'estime que c'est pas forcément personne âgée en l'occurrence, mais c'est comme ça que ça avait été défini initialement. Donc un champ effectivement aujourd'hui d'ouverture et de proposition de services qui est en droite ligne effectivement par rapport aux besoins des personnes sur place, qui commence vraiment effectivement à être intéressant, et avec des lieux d'ancrage qui sont, puisqu'historiquement l'association a toujours été dans le 7e et intervenait toujours sur la métropole de Lyon. Aujourd'hui on a la chance effectivement d'enfin pouvoir développer notre présence, je veux dire physique, sur à la fois Saint-Priest, à la fois Villeurbanne et à la fois Lyon 7e. Voilà. Et du coup le projet c'était d'augmenter la proximité de terrain à la fois avec les bénéficiaires de l'association, à la fois aussi avec ses professionnels, qui sont quand même nombreux, puisqu'aujourd'hui après
et ce rapprochement entre nos deux structures. Aujourd'hui, c'est plus de 250 salariés. Voilà, on va dire, à peu près 700 à 800 bénéficiaires accompagnés quand même. Et puis, à peu près 240 000, 250 000 heures de prestations annuelles, sans compter les activités annexes que j'ai citées tout à l'heure. Okay. Voilà. Très bien. Donc, ça fait du travail. Ça fait du travail. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous évoquer donc, un projet en particulier qu'on pourrait qualifier d'innovant ou en tout cas d'inspirant ? Oui, on va reparler. Alors le hasard fait que, je ne vois plus le temps passer maintenant, mais en 2019, nous avons commencé effectivement à travailler avec 3 autres associations et un porteur dont une association qui était porteur du projet et un cabinet conseil sur effectivement une réponse à l'époque à un appel à projet de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et qui portait tout simplement sur comment travailler l'attractivité des métiers de l'aide à domicile à travers notre organisation également managériale. Et on a fait le pari à l'époque de se baser sur des expériences qui existent également ailleurs, dans d'autres métiers, sur ce qu'on appelait les équipes semi-autonomes. Alors c'est beaucoup le terme qui a été utilisé pendant longtemps. Et donc, on a choisi de travailler ce projet et d'essayer dans l'aide à domicile ce type d'organisation. Alors ce type d'organisation, ça voulait dire quoi pour nous ? Ça voulait dire déjà réunir tous les professionnels dans des équipes avec des missions communes, alors qu'on est sur un métier qui est souvent très isolé, plutôt à domicile en l'occurrence. Donc déjà augmenter les temps de travail en équipe et les augmenter de manière drastique, puisque les conditions de ce projet étaient que chaque salarié en équipe puisse se réunir 2 fois par mois avec sa responsable de secteur et en plus participer activement à l'organisation de son travail, à l'amélioration des situations chez les bénéficiaires, à se soutenir en équipe. Et tout ce type d'action en domicile était plutôt centré sur le binôme responsable de secteur et auxiliaire de vie, et au final manquait un peu de cohésion d'équipe. C'est ça. Voilà, donc ce projet a pu naître effectivement, et puis on a fait un double pari aussi à l'époque, c'est qu'on s'est dit, si les équipes sont plus resserrées, si elles travaillent un peu mieux ensemble, il est peut-être aussi possible qu'elles puissent être, on va dire, des facteurs d'inclusion de personnes qui sont plus éloignées de l'emploi, étant donné que j'ai parlé tout à l'heure des problématiques de recrutement, et de faciliter également l'intégration dans un métier qui n'est pas simple, mais qui est un beau métier, et de personnes qui sont plus éloignées de l'emploi et qui ont besoin aussi de repères et de soutien en particulier, notamment sur les débuts. Donc on a fait également le pari, en même temps dans ce projet, de concevoir des parcours de formation en alternance, ciblés et très individualisés pour des personnes effectivement qui n'avaient pas forcément tous les prérequis au départ, avec des découvertes de métiers, des tuteurs qui étaient formés, spécialisés aussi dans l'accompagnement de ces personnes, un centre de formation dédié qui participait activement au projet, des liens quasiment hebdomadaires entre la partie formation et la partie terrain, et également tout le rôle notamment du GIAC-AMS, qui est un groupement d'employeurs dont Maintenir fait partie des fondateurs pour l'insertion et la qualification, et qui a ce rôle aussi très précieux d'accompagnement social de la personne, social et emploi, puisqu'ils accompagnent sur les 2 dynamiques, et donc qui permet ce suivi individualisé. Et donc l'objectif, c'était d'intégrer ces personnes très rapidement à ces équipes autonomes, et ce projet s'est très vite appelé le projet En Vol. On a trouvé un nom. Voilà. Et pour la petite blague, les premières équipes devaient se réunir le 16 mars 2020. Ça n'a pas été la meilleure date, mais ça, on ne pouvait pas le savoir à l'époque. Donc tout l'enjeu a été, autour de ce projet, de se dire comment on tient la route quand même dès que le confinement allait s'arrêter, comment on allait avancer. On a eu les premiers discours en disant oui, mais les auxiliaires de vie pour faire des réunions en télétravail et ainsi de suite, ça va être compliqué, ou avec des outils. Et en fait, ce qui a été formidable, c'est que bizarrement, tout le terrain nous a fait mentir par rapport à ça. C'est-à-dire que du coup, au final, non, tout le monde a participé, même quand on pouvait faire du présentiel, on faisait du présentiel, mais on a eu un certain nombre d'équipes qu'on puisse réunir également en visio. Et puis surtout, les résultats ont été, sur la partie expérimentation, ont été tout à fait intéressants pour les équipes qui ont pu se réunir de manière régulière, autant pour la responsable de secteur, qui prenait un autre rôle et qui était formé et accompagné également pour passer d'une notion de manager classique un peu hiérarchique à une notion de manager ressources, et qui vient aussi accompagner ses équipes. Et surtout, la philosophie de ce projet, c'est que
de se poser la question qu'aujourd'hui, comme la mission commune de tous ces professionnels, c'est quand même effectivement d'accompagner au mieux les bénéficiaires à domicile dans leur projet de vie, l'idée est de savoir qui finalement, à part le bénéficiaire, connaît le mieux les besoins du bénéficiaire, c'est aussi les professionnels de terrain qui l'accompagnent. Et donc c'est eux qui activement doivent effectivement participer à l'organisation du service. Voilà, de cette manière. Donc le projet en vol a eu maintenant, on va dire, 3 bonnes années derrière lui. Ce qui est assez intéressant aujourd'hui en termes de bilan, alors c'est les bilans positifs. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de déployer cette organisation sur toutes les équipes et sur tous les professionnels de l'association. À l'époque, quand nous avons été chercher des soutiens dans ce projet, c'était très novateur. Les gens nous regardaient un petit peu avec des yeux ronds. Il se trouve que très rapidement, finalement, beaucoup de personnes s'y sont intéressées. Au point qu'aujourd'hui, même sur la métropole de Lyon, il y a des soutiens qui sont prévus aujourd'hui pour certaines structures qui veulent effectivement aller sur ce type de projet. Donc ça montre un petit peu que les discours qu'on avait à l'époque ont porté leurs fruits. Et puis, au-delà de ça, tout simplement aujourd'hui, donc le GEC, qui est le fameux groupement d'employeurs dont je parlais tout à l'heure, en est à l'ouverture, je crois, à Envol 3. C'est-à-dire qu'on a fait un envol 1 qui était nous, envol 2, voilà, et un envol 3 là, qui est en train de se créer pour l'accompagnement d'autres structures un peu partout sur ce type de transformation. Donc c'est chouette, on n'est pas au bout du tunnel, mais c'est chouette. Voilà. Ouais, super. Et en termes d'impact, donc sur les salariés, qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous avez suffisamment de recul maintenant, parce que ça fait 3 ans, c'est ça, pour évoquer un peu l'impact sur leur quotidien, sur le fonctionnement, sur... voilà. Alors, ce qui est génial dans ce type de projet, c'est que chaque équipe est différente. Donc, je ne peux pas donner, les orientations qui soient communes à chaque équipe. On va dire que ce que j'ai pu observer, ce qui a pu être observé, c'est que ça transforme profondément, normalement, la relation entre l'association et notamment le responsable de secteur avec ses équipes. Ça renoue, vraiment, ça relie, puisque le projet, il y a eu un livre qui a été écrit en partie sur ce projet, puisqu'il y a eu d'autres projets innovants du même style en France. C'est effectivement le fait de relier les personnes et relier les professionnels autour de cette mission commune qui est l'accompagnement des bénéficiaires. Donc après, on a des témoignages qui sont effectivement saillants, c'est-à-dire du coup on voit bien qu'aujourd'hui la problématique par exemple de la planification des horaires en fonction des besoins des bénéficiaires dans un contexte très contraint en termes de recrutement par exemple, en termes de formation du personnel, on voit bien qu'une équipe qui partage ces problématiques trouve bien mieux les solutions ensemble que lorsque c'est la responsable de secteur qui doit trouver ça dans son bureau et appeler chaque individu qui ne sait pas exactement pourquoi il y a ce problème-là d'ailleurs en l'occurrence. Voilà, donc déjà on a eu quand même beaucoup de témoignages où finalement on a des équipes qui s'adaptent mieux aux urgences et aux problématiques. Et puis après, il y a la question tout simplement de la communication des informations, du soutien en équipe. On a vu beaucoup de situations où les professionnels se soutiennent entre eux, plus que des fois on a des professionnels sur des équipes qui ne se croisent peut-être même pas. Donc quand on fait une réunion par trimestre, bon, c'est peu. Alors que là, on a des personnes qui se réunissent régulièrement, qui vont confronter leurs difficultés, qui vont s'étayer. Il n'est pas rare d'avoir eu des personnes qui ont dit « Tiens, viens avec moi tel jour, je vais te montrer tel geste. Tu verras, c'est beaucoup plus simple si je te le montre. » Et ça permet effectivement d'améliorer aussi on va dire, le quotidien des salariés. Je dirais qu'aujourd'hui, ça nous guide aussi, cette organisation, sur d'autres projets. C'est-à-dire que là, typiquement, on a un autre projet aujourd'hui qui a vu le jour le 14 janvier, très exactement. Ça fait 1 an qu'on travaillait dessus, qui était l'équipe Oxygène. Donc je salue au passage les professionnels qui sont engagés sur cette équipe. Et l'idée était tout simplement de former une équipe de tuteurs formateurs internes, issus du terrain, en l'occurrence, pour intégrer tous les nouveaux salariés. Et l'idée étant que chaque nouveau salarié qui rentre dans l'association, quel que soit son niveau de compétence initiale, soit accompagné, alors non seulement sur le terrain lors de ses premières interventions, mais également est son référent interne issu du terrain et pas forcément du bureau, voilà. Et puis également soit accompagné pendant son intégration sur 7 modules de formation. Formation et information, puisqu'ils sont très denses, il y a eu des super pédagogiques, il a fallu former effectivement des auxiliaires de vie à l'accompagnement de ces groupes, et voilà, je salue leur courage aujourd'hui de se lancer sur cette nouvelle orientation et avec beaucoup de bonne humeur. Et tous ces projets aujourd'hui naissent sur effectivement cette philosophie du projet en vol initial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit les plannings, que ce soit les outils, que ce soit de ce projet Oxygène, ont été construits
avec, et même parfois par les professionnels eux-mêmes. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà. Très intéressant. Vous pouvez effectivement me parler de l'implication des bénéficiaires dans ces projets. Donc dans le projet Envol, typiquement, dès le départ, des équipes nous ont fait remonter, des bénéficiaires nous ont fait remonter la nécessité effectivement, finalement, d'être aussi, à travers ces réunions, gardien de la parole du bénéficiaire. Et comme dans ces équipes, le principe est également d'avoir des rôles partagés. On a des personnes qui ont été élues au sein des équipes comme des tuteurs, d'autres comme tout simplement un gardien du temps, par exemple pendant les réunions, mais également la création effectivement de ce type de rôle qui est le référent de la parole d'usager. Son rôle étant d'être en garde pendant toute la réunion, effectivement, que les informations qui circulent pendant la réunion, nous soyons sûrs qu'à un moment donné, elles soient données avec l'accord de l'usager. Voilà, et que dans un groupe qui ne veut pas mal faire, mais qui à un moment donné puisse dépasser. Donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, dans l'expérimentation, il se trouve que ce rôle, effectivement, est clairement à renforcer. Et puis aussi, du coup, au passage, à rassurer les bénéficiaires de ce côté-là pour effectivement qu'il n'ait pas l'impression à un moment donné qu'on échange sur sa situation sans son accord, sachant que l'objectif principal de ces réunions est plutôt que les professionnels expliquent comment ils travaillent ensemble. Voilà, et comment ils vont mieux travailler ensemble plutôt que parler de la situation précise effectivement d'un bénéficiaire. Sachant qu'il est toujours possible, c'est ce qu'on explique, et ça a été souvent utilisé, en l'occurrence, qu'un bénéficiaire puisse être invité à une réunion. Voilà. Alors c'est là où le projet s'est lancé en plein Covid et que ça ne nous a pas permis de le faire, parce que beaucoup de personnes qu'on accompagne étant en situation de handicap pendant la période Covid, c'était beaucoup plus compliqué bien évidemment, mais il est aussi possible d'organiser par exemple un temps de rencontre à domicile avec la responsable de secteur qui derrière effectivement pourra amener ça en réunion s'il le souhaite. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que du coup, on est aussi en alerte par rapport au retour qu'on peut avoir dans les enquêtes de satisfaction. On a aussi des bénéficiaires qui nous ont écrit. Nous avons des bénéficiaires qui nous ont... moi, je sais que j'ai eu un rendez-vous avec un bénéficiaire qui m'avait exprimé ses craintes par rapport à ça. Il avait peur tout simplement, par exemple, que les auxiliaires de vie se mettent à organiser le planning. Parce qu'effectivement, on voit dans certaines organisations très poussées que les auxiliaires de vie peuvent être amenés carrément à organiser le planning. Et c'est vrai que lui, ça lui faisait peur. Voilà. Bon, on lui a précisé que ce n'était pas notre orientation première, en l'occurrence, mais il faut être à l'écoute des inquiétudes par rapport à ça. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Nicolas Clé pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenus sont l'importance de l'intelligence collective pour la résolution des problématiques, l'implication des équipes dans la construction du projet Envol, une intégration des nouveaux salariés construite à travers le partage entre pairs, redonner une image dynamique et valorisante du métier par le projet Envol, et la mutualisation du concept Envol par l'essaimage auprès des autres associations. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.